Il est 8h16 sur Bretagne 5. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Franck Nicolas. Il est délégué régional du Rassemblement national Bretagne. Il est également responsable du RN Pays Bigoudin. Il est avec nous en direct pour commenter l'actualité ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Alors on va parler d'actualité politique. Il y a beaucoup de choses à dire ce matin. J'ai envie de commencer par l'actualité qu'on qualifierait un peu d'intérieur quand on voit la situation internationale avec beaucoup d'actualités concernant la violence politique. Et je sais que vous souhaitiez en parler. Et justement, j'ai envie de commencer par cela. Les violences à l'égard des militants en politique. C'est le cas à Rennes en ce moment. Il y a aussi toute une polémique autour du Jarl, cette personne qui tient une boîte de nuit, qui a gazé des militants de la France insoumise ou plus largement de gauche. On a l'impression que la situation se tend aujourd'hui sur le terrain politique, sur le terrain du militantisme. Alors la situation se tend en général en France, c'est-à-dire qu'on a une hausse des incivilités, de l'insécurité, etc., et qui n'est pas qu'un sentiment d'ailleurs. Les militants politiques sont une cible assez importante, c'est-à-dire que ça fait maintenant quelques années que je remarque, j'ai commencé ma vie politique en 2017 à peu près, et j'ai vraiment bien commencé à militer en 2021 au moment des élections départementales, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que être militant du Rassemblement national n'était pas forcément toujours une chose aisée. Bon, là, vous avez cité des exemples concernant la France insoumise. Alors, c'est pas un sujet que je maîtrise particulièrement sur ce qui s'est passé avec le Jarl, donc je me prononcerai pas forcément dessus. Maintenant, il y a quand même il y a une multiplication, malheureusement beaucoup trop malheureuse, des actions, enfin des actes d'incivilité vis-à-vis des militants du Rassemblement national. Et d'ailleurs, quand on parle de Rennes, l'université Rennes 1 a encore été le théâtre d'un lynchage que je trouve particulièrement infâme. Alors je parlerai pas forcément trop en détail parce que la procédure judiciaire est en cours actuellement, mais on aurait eu une trentaine de militants antifascistes qui se seraient acharnés sur deux étudiants parce qu'ils seraient affiliés au Rassemblement national. Ça a été évidemment on condamne avec beaucoup de fermeté ceci. Ça doit remettre en question notre capacité à répondre à ces actes de violence. Et concernant les militants politiques, surtout parce que finalement ce sont des personnes qui ne font que militer pour leurs idées et qui récoltent de la violence là où il ne devrait pas y en avoir dans le débat public. Alors on sent que cette violence monte, j'allais presque dire que c'est proportionnel à la percée du Rassemblement national un peu partout en France. Est-ce que vous l'analysez comme ça ou pour vous non, c'est une situation plutôt, j'allais dire plus générale? Il est possible que certains militants antifa notamment, alors d'ailleurs ça peut être le cas en Bretagne parce qu'il y a une percée du Rassemblement national en Bretagne qui a été très forte. On a encore l'un de vos confrères qui nous a consacré un article il y a pas si longtemps que ça sur la poussée du RN en Bretagne. Il est possible que certains militants antifascistes de Bretagne se sentent quelque peu menacés par le fait que le scrutin populaire ne va plus dans leur sens, ne correspond plus à leurs idées. Et puis on sait qu'ils ont quand même un certain problème avec la démocratie, c'est-à-dire que quand les scrutins augmentent du côté du RN ou de toute autre partie d'ailleurs qui ne correspond pas à leurs valeurs, et ben en fait leur violence se démultiplie. Donc hormis dans Rennes où je sais qu'il y a encore une grosse partie d'antifascistes, les autres territoires de Bretagne eux votent extrêmement bien pour le Rassemblement national. Je pense d'ailleurs que le RN est aux portes du pouvoir sur le territoire national, mais surtout aux portes de l'histoire en Bretagne, puisque nous devrions, à mon avis, en tout cas c'est ce que j'espère, au cours des prochaines élections législatives, obtenir des députés. C'est notamment le cas sur certaines circonscriptions du centre-Bretagne, et j'ose espérer que dans le Finistère, dont je suis issu, ce sera également le cas, même si on part d'un petit peu plus loin. Donc il est possible que cette violence se démultiplie à cause de notre poussée. Maintenant, je la déplore évidemment, mais j'ai tendance à penser que ces personnes-là finiront par se calmer. En tout cas, si Marine Le Pen finit par remporter l'élection présidentielle de 2027, on sifflera la fin de la récréation, et c'est à ce moment-là que à mon avis, ces personnes-là se calmeront avec l'application de notre programme de sécurité.
Alors on va parler du programme tout à l'heure, on va parler un petit peu aussi de la démocratie, et même beaucoup d'ailleurs à la lumière de ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. J'avais envie aussi de vous entendre sur la condition féminine. On a vu la journée internationale du droit des femmes, c'était dimanche. On a vu des manifestations. On a vu là aussi deux France, celle de la droite ou de l'extrême droite, on la qualifierait comme ça, et celle de la gauche. Et là, même dans le féminisme, on s'aperçoit qu'il y a un fossé. Alors peut-être un fossé, nous de notre côté en tout cas, du côté du Rassemblement National, nous déjà on s'intéresse pas aux femmes une seule journée par an, hein. On s'y intéresse tous les jours, on a l'occasion à l'Assemblée Nationale et au Parlement Européen via tous nos élus de pouvoir porter un certain nombre de propositions qui reflètent déjà le programme que Marine Le Pen avait en 2022, le programme de Jordan Bardella en 2024 pour les élections législatives. Il y a, je pense, un programme beaucoup plus poussé de notre côté que des autres. C'est-à-dire que nous, si je vais égrener un petit peu justement ce programme de Marine Le Pen, on propose par exemple le rétablissement de la demi-part fiscale pour les veuves. D'ailleurs, ça avait été voté lors du budget 2024 à l'Assemblée nationale et ça a été retiré du budget en 2025 par le gouvernement au moment de l'adoption par 49.3. On propose également la lutte contre les déserts gynécologiques parce que je le rappelle, bon, ça c'est une donnée du Conseil de l'ordre des médecins, il y a encore 13 départements qui sont dépourvus de gynécologues médicaux. Alors on a de la chance, en Bretagne ce n'est pas le cas, par contre c'est le cas notamment dans le Limousin, hein. J'ai habité pas si loin que ça du Limousin, et en Creuse et en Corrèze il n'y a pas de gynécologues médicaux, il faut aller forcément à Limoges ou vers Périgueux pour en trouver un, ce qui est quand même assez compliqué, et ces déserts gynécologiques qui concernent un quart des femmes en France. On propose également de prendre en charge les soins qui sont relatifs au cancer du sein, pareil ça concerne 60 000 femmes par an, enfin qui sont diagnostiquées par an. On propose aussi la reconnaissance d'un statut ALD pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, une femme sur 10 environ en France. On propose aussi qu'elle soit reconnue RQTH, donc reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ça permet une adaptation du temps de travail notamment, et ça permet aussi d'être sécurisé dans son travail. Bon, si on continue, voilà, l'augmentation du nombre de places dans les hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. Malheureusement, on sait que ce sont les femmes qui sont le plus souvent victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, il y en a à peu près 11 000. Et d'ailleurs, on va dans le bon sens puisque ce nombre ne cesse d'augmenter. Je crois qu'il a été plus que doublé en quelques années, mais il faudrait aller plus loin encore. Et finalement, je pense que notre proposition principale, j'avais eu l'occasion quand j'étais collaborateur parlementaire de travailler aussi là-dessus aux côtés de Julie Le Chanteux. Aujourd'hui, c'est porté par Emmanuel Taché de la Pagerie, qui est député du Bouches-du-Rhône pour le RN. C'est l'inscription des harceleurs de rue au fichier des délinquants sexuels, le FIGES. Parce que on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 60% des femmes qui doivent adapter leur tenue quand elles sortent. Il y a 80% des femmes qui ont déjà été victimes de harcèlement dans l'espace public. Et finalement, il y a une volonté du Rassemblement national de faire changer la peur de camp. Si on reprend d'ailleurs le narratif de la gauche, hein, parce que c'est une expression qu'ils reprennent régulièrement. L'objectif, en fait, est de faire baisser la tête à ceux qui pensent qu'en France, on peut ne pas respecter les femmes. Toutes ces mesures, oui. Vous avez proposé des lois, elles ont été systématiquement, en tout cas les projets de loi, les textes ont été systématiquement rejetés. Est-ce à dire que dès qu'une loi finalement va dans le bon sens, à partir du moment où elle est présentée par le Rassemblement national, elle est systématiquement vouée à l'échec? Alors, effectivement, beaucoup ont été rejetés. On doit dire merci au sectarisme de la gauche qui généralement pense comme nous dans les programmes, mais vote différemment au moment du passage à l'Assemblée nationale. Ça a été le cas en 2023 avec la niche parlementaire du RN qui aurait permis de pouvoir faire passer d'ailleurs le statut d'ALD pour les femmes atteintes d'endométriose. Ça a été refusé. Je me souviens très bien d'ailleurs de Sandrine Rousseau qui était montée à la tribune où pendant 5 minutes elle disait que voilà, il fallait absolument ce statut ce statut RQTH pour les femmes atteintes d'endométriose, mais qu'il fallait surtout pas que ce soit voté aujourd'hui parce que le Rassemblement national allait finalement presque marcher sur les plates-bandes de la gauche. Bon. C'est une vision de la politique que je n'ai pas, malheureusement, donc je ne comprends pas forcément. On a quand même eu une victoire via Emmanuel Taché de la Pagerie, déjà pendant la 16e législature. Ça a été le vote d'une proposition de loi qui émanait du Sénat, donc on a remis à l'ordre du jour sur la création d'une aide d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc ça, c'est une grande victoire. Donc il y a quelques victoires du RN. Il y en a d'autres aussi, mais ça via amendement notamment, ça a été le cas pendant le dernier budget. Maintenant, évidemment, on déplore le sectarisme de la gauche.
on s'attend plus à rien de la Macronie, ça y est, voilà, hein, évidemment qu'il y aurait du sectarisme de leur côté puisqu'il n'y a plus beaucoup d'idées, mais voter pour Rassemblement National, ça permet aussi de faire monter des sujets, de faire monter des causes qui sont très chères aux Français, et c'est pas pour rien à mon avis que 11 millions de Français ont décidé de voter pour Jordan Bardella aux dernières législatives. Avec, on a le sentiment d'un Rassemblement National qui évolue sur des sujets. Alors on parlait des sujets de société liés aux femmes à l'instant, mais aussi sur d'autres sujets qui n'étaient pas forcément abordés avant. Là encore, des sujets de société. Et puis, il y a toujours les sujets récurrents. On va parler de sécurité dans un instant. On voit aussi que vous avez déclenché peut-être le fait que la gauche s'empare de ce sujet. Alors je dis la gauche en termes génériques, ou c'est le cas aussi chez LR qui reprend volontiers, on en parlera aussi, des sujets de sécurité qui sont habituellement, j'allais presque dire les sujets du Rassemblement National, en tout cas défendus par le Rassemblement National. Est-ce que vous faites aussi évoluer finalement sur ces sujets difficiles, clivants comme l'on dit, est-ce que vous faites évoluer finalement la perception politique, y compris à gauche? S'il peut y avoir une lepénisation des esprits, évidemment, on prend. Vous n'allez pas vous faire que des amis. Évidemment. Mais alors, peut-être qu'il y a une évolution des sujets. En tout cas, la gauche est dans l'obligation de parler de certains sujets, même si je pense qu'ils n'adaptent pas leur discours. C'est-à-dire qu'il y a toujours un voile devant les yeux de la gauche en général face aux réalités qui sont devant les Français, notamment le cas sur l'immigration, sur le cas de l'immigration irrégulière, incontrôlée et massive. Concernant les Républicains, et là pour le coup je vais m'arrêter un petit peu sur le cas des Républicains, les LR malheureusement, ont toujours été une famille politique qui parlait comme le Rassemblement National au moment des campagnes électorales, mais qui agissait comme la gauche au moment où ils étaient au pouvoir. Et aujourd'hui, malheureusement, à nouveau, c'est encore le cas, puisque Bruno Retailleau, qui pourtant est quelqu'un pour qui on peut avoir du respect, et qui d'ailleurs parle très bien aux électeurs du Rassemblement National, le problème qu'il y a avec Bruno Retailleau, c'est qu'il ne fait que parler. Et il n'y a aucune action derrière le bilan de Bruno Retailleau. C'est-à-dire que la remise en cause, par exemple, des accords de 1968 avec l'Algérie, nous attendons toujours, et d'ailleurs il a été désavoué par le président de la République il n'y a encore pas si longtemps que ça. Y compris le Premier ministre qui a été désavoué, qui demandait finalement que ces accords soient au moins revus, oui. Sinon dénoncés. Alors il y a encore quelques semaines, il a laissé quelques semaines à l'Algérie pour répondre. Donc voilà, là il y a aussi un dysfonctionnement entre le gouvernement et le président de la République. Il y a un dysfonctionnement, et le problème c'est que nous n'attendons pas d'un ministre de l'Intérieur d'être un lanceur d'alerte. On attend d'un ministre de l'Intérieur d'être là pour faire bouger certaines lignes, faire passer des projets de loi qui pourraient aller dans le bon sens, en tout cas dans le sens de ces 11 millions de Français qui ont voté pour le RN et qui d'ailleurs sont malheureusement très, très déçus des manœuvres qu'il y a pu y avoir dans l'entre-deux tours des élections législatives qui n'ont pas permis à Jordan Bardella d'obtenir la majorité alors même qu'il avait la majorité des voix. Donc malheureusement, Bruno Retailleau ne permet pas de faire évoluer ces lignes-là. Donc, s'emparer des sujets du RN parce qu'il faut parler comme le RN pour gagner des voix, bon, pourquoi pas, mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des actes derrière. Alors les actes, c'est aussi parfois des choses qui arrivent dans l'actualité comme ça. On a vu cette actualité pointer du doigt ces tablettes qui ont été mises à disposition de détenus un petit peu partout en France. Alors c'est Nicole Belloubet qui était alors aux affaires, qui avait lancé ce plan pour que les détenus puissent avoir accès au numérique, évidemment dans un vaste clos, un intranet qui ne dépassait pas les limites de la prison, mais on sait qu'en matière numérique, le but c'est toujours de passer un petit peu outre les verrouillages, et c'est ce qu'ont fait quelques détenus et finalement qui ont pu naviguer, regarder des films, très facilement d'ailleurs. Gérer leurs réseaux sociaux par exemple. Aujourd'hui, Gérald Darmanin a sifflé la fin de la partie en disant stop, on arrête l'expérience. Néanmoins, cette expérience a coûté 125 millions d'euros dans une époque un peu contrainte en termes de budget. Alors, ils se défendront en disant que ça n'a pas coûté 125 millions d'euros, mais uniquement 60, parce qu'ils ont gelé ces 125 millions d'euros au moment où 60 millions avaient déjà été engagés pour faire installer, je crois, 23 000 tablettes pour 16 000 détenus, en tout cas 16 000 cellules, pardon. Ça avait débuté en 2019 via Nicole Belloubet. Je me demande vraiment comment, alors même qu'on parle
tout le temps d'austérité, on parle d'augmentation des impôts, d'augmentation de telle taxe ou telle taxe qui vient peser sur le pouvoir d'achat des Français. Je me demande comment on a pu valider cette dépense-là qui, selon moi, est complètement incongrue. D'autant plus que, c'est ce que je disais justement, ces tablettes ont été corrompues très rapidement, puisque... Alors, il y a eu un gros système qui permettait de les fixer au mur, de sécuriser l'environnement numérique, qui a été craqué au bout de quelques minutes, parce qu'il y a des vidéos qui tournaient sur TikTok et sur YouTube, je crois, pour expliquer aux autres détenus comment faire pour les débloquer. Et apparemment, c'était pas très compliqué, il fallait appuyer sur le bouton du volume et sur le bouton marche-arrêt. Finalement, c'est une réinitialisation de téléphone. Donc là, pour le coup, ça a été un beau gaspillage d'argent public, bien malheureusement. Et ça... un danger pour la sécurité, si on en croit l'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers mois, voilà, entre les téléphones portables qui circulent dans les prisons et d'autres objets, voilà, il y a quand même là une question de sécurité qui se pose. On estime qu'il y a 40 000 téléphones qui ont été saisis dans les cellules en prison en 2024. Donc 40 000 téléphones et environ 20% des détenus, pareil c'est une estimation, qui auraient une carte SIM en leur possession, ce qui va poser un problème déjà concernant ce qu'on peut faire passer dans les prisons. Bon alors évidemment on ne jette absolument pas la pierre sur les surveillants pénitentiaires qui exercent une profession extrêmement compliquée et qui malheureusement devrait être revalorisée aussi parce qu'il y a très peu de surveillants pénitentiaires pour un très grand nombre de détenus, en tout cas un nombre de détenus grandissante d'ailleurs pour très peu de places de prison, parce que je le rappelle quand même, il y a environ 82 000 prisonniers pour 62 000 places de prison. En 2022, Marine Le Pen proposait qu'on atteigne en 2027 85 000 places de prison pour un coût à peu près de 4,7 milliards d'euros. Une promesse de campagne de 2017 d'Emmanuel Macron, elle proposait qu'on crée 15 000 places de prison. On en a créé 4 500, on est en 2025, donc 8 ans après, et le ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice, Didier Migaud, disait que cet objectif ne sera évidemment pas atteint. Donc ça pose un gros problème en fait concernant l'efficacité de nos prisons, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs, ça joue aussi sur l'opinion publique, hein, 78% des Français considèrent que la justice n'est pas assez sévère et que finalement la peine de prison n'est plus aussi dissuasive qu'elle ne pouvait l'être avant. Et le fait d'avoir accès à autant de matériel en prison ne peut que donner raison à ces 78% de Français. Là aussi, il faut repenser la prison, repenser l'univers carcéral et plus largement repenser peut-être la justice aujourd'hui, peut-être ne pas mettre en prison quelqu'un qui a fait une petite bêtise, le mettre sous bracelet ou autre. Il faut repenser cela. Alors, ce qu'on pourrait repenser, c'est plutôt les aménagements. Donc, que ce soit les aménagements de peine, parce que depuis 2021, avec la loi Dupond-Moretti, on peut aménager jusqu'à 6 mois de la peine sur 1 an, ce qui est énorme. C'est permis aujourd'hui par le Code de procédure pénale. On pourrait aussi repenser certaines sanctions, par exemple le rappel à l'ordre, le rappel à la loi, pardon, le travail d'intérêt général, qui d'ailleurs souvent n'est pas appliqué. Par contre, au Rassemblement national, nous, on est plutôt favorable à l'application des courtes peines. Ça a été le cas notamment au début des années 2000 aux Pays-Bas et ça a très bien fonctionné puisqu'en fait ça a permis de faire diminuer la délinquance et la criminalité au point même que certaines prisons avaient dû fermer parce qu'il y avait moins de détenus. Donc ça avait été efficace. Je pense qu'en France on a les moyens de pouvoir faire appliquer ces courtes peines, que ce soit des peines de quelques jours, de quelques semaines. C'est toujours quelque chose qui rentre dans la tête en général des personnes qui font un séjour en prison. Et aujourd'hui, être condamné à 3 mois de prison avec sursis ou alors 1 an de prison, mais avec les aménagements de peine, des fois vous n'allez même pas en prison, ce n'est absolument pas dissuasif et en fait ça envoie un message particulièrement négatif aux personnes qui pourraient devenir des délinquantes ou des criminels. C'est allez-y, finalement continuez. Il y a un grand sentiment d'impunité qui évidemment joue sur la sécurité des Français. Alors la sécurité des Français, c'est aussi la sécurité d'avoir accès. Et là, on va basculer dans ce qu'on appelle la politique internationale, c'est d'avoir accès aussi à l'information, aux réseaux sociaux et à une information juste, vérifiée. Or, on voit depuis l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, vous suivez mon raisonnement, qu'un certain Elon Musk, qui d'ailleurs a été victime d'une grande panne hier soir pour le réseau Twitter, a ouvert, j'allais presque dire, les vannes en disant voilà, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut dire ce qu'il pense sur les réseaux. Le problème, c'est qu'on
qu'on a aussi quelques États, on pense à la Russie, qui sont en embuscade pour pouvoir peut-être peser sur les opinions publiques, en tout cas faire passer des messages qui peuvent être dangereux finalement au niveau de la démocratie. Est-ce que là aussi il faut qu'on soit vigilant finalement ? Vaste question. Vaste question pour le coup. C'est un sujet sur lequel on pourrait débattre à mon avis pendant des heures. Concernant Elon Musk, je pense que Elon Musk a permis peut-être de faire bouger une certaine bien-pensance de gauche qui était rentrée dans l'administration de Twitter, qui avait peut-être aussi commencé à pulluler plutôt du côté de Facebook et d'autres réseaux sociaux. Maintenant, évidemment, nous sommes du côté de la liberté d'expression avec toutes les limites, c'est-à-dire par exemple liées à des messages de haine. Je pense notamment à l'islamisme qui lui pour le coup se répand facilement sur les réseaux sociaux, donc il doit y avoir une vigilance accrue sur ce genre de questions. Maintenant, le fait de pouvoir réouvrir des comptes, parce que je rappelle quand même Donald Trump avait vu son compte être clôturé par l'administration de Twitter il y a quelques années, donc voir Donald Trump de retour sur Twitter était évidemment une bonne chose malgré ce qu'on peut penser de ses tweets. Qui sont évidemment sulfureux, mais ça correspond à la politique américaine en général. C'est une politique du spectacle, beaucoup plus spectaculaire d'ailleurs que ce qu'on peut avoir en France, parce que la tradition politique est complètement différente. Ça correspond aussi à l'homme, quelque part, qui est plus, allez, on va dire, plus direct que avait pu l'être, par exemple, Joe Biden en son temps. Bien sûr, c'est pas du tout les mêmes types de personnes, et la volonté n'était pas la même. Joe Biden avait peut-être un air plus sérieux entre guillemets pour certains. Maintenant, la différence avec Donald Trump, et ça c'est quelque chose qu'on peut je pense mettre à son crédit, c'est qu'au moins Donald Trump pense à l'intérêt de son pays avant tout, et surtout qu'il risque, et ça va faire ça peut faire peur à certains dirigeants européens, notamment Emmanuel Macron, c'est qu'il risque de tenir ses promesses. Et ça on le voit sur la scène internationale. Malheureusement c'est aussi le cas avec le sujet russo-ukrainien notamment. Alors justement, il y a aujourd'hui des réunions au Qatar en particulier, avec différents intervenants, évidemment les Américains, les États-Unis sont à la manœuvre, mais également les représentants russes, le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a été très tensé, on l'a vu, c'était quelque chose d'assez brutal, violent, on pourrait le dire comme ça, à la télévision, devant les caméras du monde entier, par le président Trump, qui lui a dit, voilà, c'est nous qui sommes à la manœuvre, c'est nous qui avons les cartes en main, c'est nous qui allons négocier ce traité de paix avec les Russes, avec quand même le danger d'écarter l'Ukraine et d'écarter l'Europe. Alors, il y a deux choses concernant ceci. Alors déjà, je parlais de la politique spectacle des États-Unis. Je pense que cette altercation, elle était surtout dans un contexte électoral. Parce qu'il faut pas oublier que, en fait, dès que Donald Trump a été élu, on partait directement sur une autre élection, c'est celle des midterms. Donc, en fait, toute la politique américaine n'est tournée qu'autour du paraître. Donc, il y a le paraître à la télé, mais derrière, évidemment, on peut faire confiance aux dirigeants américains et Volodymyr Zelensky pour être en pourparlers, évidemment. Maintenant, concernant les Américains et le fait de potentiellement se retrouver avec une mise à l'écart de l'Europe dans ces négociations de paix, ça évidemment c'est un problème. C'est un grand problème parce que déjà du côté du Rassemblement national, nous demandons l'organisation d'une grande conférence pour la paix, une conférence internationale où on mettrait justement tous les acteurs européens autour de la table pour éviter qu'on se retrouve avec un traité de type traité de Versailles qui en fait porterait les germes de conflits futurs donc dans ces négociations pour la paix en Ukraine. On voudrait aussi évidemment demander des garanties parce que on voudrait la création d'une zone tampon où on mettrait justement des casques bleus de l'ONU qui permettrait de bien délimiter les frontières entre la Russie et l'Ukraine, avec la volonté d'ailleurs que les 20% de territoires qui ont été gagnés militairement par la Russie soient restitués à l'Ukraine. Et l'autre révélateur finalement de ce sujet, c'est la mise à l'écart totale de la France en fait du concert des nations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est devenue, au niveau géopolitique, un vassal de l'Union européenne. En tout cas, c'est le projet d'Emmanuel Macron. Il confond souveraineté et assujettissement. C'est-à-dire que depuis 2017, c'est le président du désarmement de notre pays. Et aujourd'hui, en fait, il voudrait qu'on passe de vassal des États-Unis à vassal de l'Union européenne, alors même que l'Union européenne, aujourd'hui, n'est pas en capacité d'avoir une industrie de défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, nous produisons moins d'obus au niveau de tous les pays
européens que la Corée du Nord. Nous importons davantage de F-35 que de Rafale. Nous importons davantage de F-35 que nous produisons de Rafale. Donc ça ne nous bénéficie pas. Donc il faut aux côtés des États-Unis que nous ne soyons pas naïfs. Les États-Unis défendent leur souveraineté, ce que nous avons du mal à faire. Et il ne faudra surtout pas que l'on perde la liberté que la France peut avoir dans le concert des nations. Vous avez parlé de souveraineté, le mot est lâché. En son temps, le général de Gaulle avait dit qu'il ne voulait pas d'une domination américaine. On se souvient au sortir de la guerre de la possible mise sous tutelle de l'administration américaine, l'AMGOT. Voilà. Là, je le dis pour les plus jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous pencher sur cette partie de notre histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans la même situation avec, évidemment, une composition géopolitique très différente, un monde très différent, mais est-ce que finalement, on n'est pas là aussi face à deux géants que sont d'un côté la Russie, de l'autre les États-Unis? On pourrait citer la Chine en embuscade. Au niveau économique, on est tenu, mais aussi au niveau politique, finalement. Et ça fait des décennies que le RN alerte là-dessus. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on dit que nous sommes en train de laisser notre politique énergétique à la Russie, notre politique de défense aux États-Unis et nos industries à la Chine. Donc ça, c'est quelque chose... Alors, on ne peut pas considérer le RN comme responsable parce qu'on n'a jamais été responsabilité. D'ailleurs, on vous taxe d'être proche de la Russie, si j'en crois ce que je vois passer régulièrement dans la presse ou les réseaux sociaux. C'est moins le cas maintenant parce que je pense que nous avons eu l'occasion à de très nombreuses reprises de montrer notre soutien à l'Ukraine. Et justement, là, j'en ai parlé de ce que nous proposons, enfin de ce que nous souhaiterions voir appliquer pour l'Ukraine. Maintenant, évidemment, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. C'est aussi une différence avec les autres partis politiques, c'est qu'on est là pour... nous ne sommes pas là pour imposer des sujets, nous sommes là pour garantir à ce que chaque pays garde sa souveraineté. Tout en évitant d'ailleurs certains écueils, je pense notamment à la dissuasion nucléaire. Ça, je pense que vous alliez m'en parler. Justement, il nous reste à peine 3 petites minutes, ça c'est très court, mais j'imagine que sur ce point précis, vous êtes en opposition avec le président de la République et sa volonté finalement lui, son idée, c'est protéger l'Europe, partager le parapluie nucléaire français. Alors, Emmanuel Macron est très ambigu sur cette question. Il faut toujours lire entre les lignes avec Emmanuel Macron. C'est le principe du macronisme, c'est de dire un peu tout et son contraire et voir qu'est-ce qui va faire polémique et qu'est-ce qui ne va pas le faire. Généralement, tout fait polémique chez eux d'ailleurs. C'est un test de l'opinion. C'est toujours un test de l'opinion avec eux, ce qui est très compliqué d'ailleurs pour comprendre là où il veut en venir. Concernant la dissuasion nucléaire, non, évidemment, alors après. Comment dire, la dissuasion nucléaire, en fait, le simple fait que nous soyons partie prenante de l'Union européenne fait que si un jour un membre de l'Union européenne était attaqué par une puissance nucléaire, il y aurait évidemment un exercice de la dissuasion nucléaire française, ne serait-ce que par proximité géographique, évidemment. Maintenant, le partage de la dissuasion nucléaire, pour moi, le fait de le dire en ces termes-là serait une faute. Et d'ailleurs, ça a été interprété par le gouvernement polonais comme la possibilité pour la Pologne de pouvoir appuyer sur le bouton nucléaire, ce qui est un vrai problème. Ce n'était pas du tout dans l'héritage gaulliste. Et ça, je pense qu'Emmanuel Macron a tendance à l'oublier. Alors, faut pas oublier qu'Emmanuel Macron faisait partie des personnes qui, à l'époque où il travaillait avec Jacques Attali, avait proposé qu'on abandonne la dissuasion nucléaire, qu'on abandonne l'arme nucléaire. Alors ça, les Français ont pu l'oublier, mais malheureusement, c'est peut-être au moment où une personne n'est pas aux responsabilités qu'elle montre ses véritables ambitions. Et là, pour le coup, il était dans l'ombre. Il a montré peut-être ce qui était vraiment son opinion. Et ça me fait assez peur de savoir que cette personne est chef des armées aujourd'hui. 15 secondes. Est-ce que vous craignez le retour de la guerre de façon plus ample sur le territoire européen ? La guerre est déjà aux portes de l'Europe. Maintenant, le narratif martial d'Emmanuel Macron voulant dire que nous rentrons en économie de guerre, alors même que c'est lui qui a désarmé toute notre souveraineté et qui ne fait que baisser les budgets militaires, moi, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, si la Russie a du mal en 3 ans à récupérer une partie du territoire ukrainien, je la vois mal aller à Paris dans quelques jours. Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Franck Nicolas, délégué régional du Rassemblement national Bretagne, responsable du RN Pays Bigoudin, était avec nous ce matin pour commenter l'actualité politique. Merci infiniment. Merci à vous. Belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.